Salut les amis, c'est Gibril Badji, bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, on tourne le 2e épisode. On reçoit dans cette émission des entrepreneurs qui vont nous parler évidemment de leur réussite, mais voilà, il faut également parler des échecs. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur d'accueillir Madame Ludivine Brard, entrepreneur. Elle est commerçante dans la ville de Boulogne-sur-Mer et on a le plaisir de l'accueillir dans ce 2e épisode. À tout de suite. Lulu, bienvenue. Merci beaucoup d'être présente ce matin pour nous parler de ton parcours. Avec plaisir. Donc, écoute, c'est un immense plaisir pour nous. J'en profite également, encore une fois, de remercier Busycom qui nous accueille dans leurs super locaux. On est vraiment toujours à l'aise. Donc, merci à vous, l'équipe. Et Lulu, j'aimerais bien que tu te présentes, pour les gens qui ne te connaissent pas. Ça marche. Donc, Ludivine, 38 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et donc je suis entrepreneuse depuis 9 ans à Boulogne-sur-Mer, dans la restauration. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes débuts, comment Lulu, elle était enfant? On veut tout savoir, hein. Donc là, on est parti pour une petite heure ensemble. Donc est-ce que tu peux te décrire un petit peu comment t'étais Alors, j'étais plutôt une petite fille assez timide, mais plutôt joviale. J'ai eu la chance de grandir à la campagne, dans un tout petit village, pas très loin d'ici, à Loa. Donc, il y avait plus de vaches que d'habitants. Ok. Donc j'ai grandi avec un frère et une sœur dans une plutôt grande famille où tout était un peu rythmé par les repas de famille. Voilà, les mercredis, c'était à la ferme chez papy-mamie et on était les 10 cousins-cousines, tous là. Et puis, je pense que c'est un peu de là où, du coup, est venue l'envie et cette convivialité qu'on retrouve dans la restauration. Et puis, c'était beaucoup famille, potes et un peu foot, parce que dans la famille, c'est que pour le RC Lens. Donc, okay. Les matchs du RC Lens, c'était la base à la maison. C'était tout le monde vient, barbecue. Donc, c'était vraiment sympa. Génial. Donc vraiment une ambiance, t'as des super souvenirs, j'imagine, de cette enfance avec la nature et... On est cette génération un peu milléniale, donc comme on en a déjà parlé plein de fois, nous on a grandi sans Internet au début. Ouais. Donc en fait on a eu cette chance d'avoir une créativité énorme quand on était gamin. On s'occupait tout le temps avec pas grand-chose. Ouais. Donc j'ai eu une enfance géniale à la campagne, avec un petit peu à la ville aussi, parce que j'étais scolarisée à Boulogne. Mais j'ai eu une enfance plutôt agréable et je pense qu'on est cette génération où on a encore pu profiter de plein de choses. Ouais, c'était comment à la maison? Avec les frères et sœurs, les parents, le mood, il était comment? Alors, les parents bossaient beaucoup. Papa était pas là souvent dans le commerce, donc à part le dimanche, on le voyait pas beaucoup. Ouais. Il aidait aussi pas mal mes grands-parents à la ferme, mais un papa quand même présent pour nous, hein, et une maman qui a toujours bossé aussi. Donc on a eu la chance aussi, on est une fratrie de 3, et en fait on a grandi vraiment ensemble. J'ai une grande sœur qui a 4 ans de plus, un frère qui a 6 ans de moins. Donc on avait un peu une deuxième maman à la maison qui était ma grande sœur. Ouais. Et on était quand même, alors pas livrés à nous-mêmes, parce que c'est pas vrai, il y avait les papy-mamies aussi à côté, mais on a eu très vite une autonomie, parce que les parents bossaient et que il fallait aider un peu maman à la maison, et puis qu'il fallait gérer un peu le petit frère aussi, mais une enfance géniale, hein, avec quand même un peu de responsabilité de cette génération où t'aidais encore pas mal tes parents quand même, parce que ça bossait. Ouais, une génération où, à mon avis, tu fais partie de cette époque où tu as appris à te débrouiller assez rapidement. Il fallait, même si, comme tu l'as dit, les parents ont largement rempli leur rôle, mais besoin de débrouiller un peu par soi-même quand même de temps en temps. Il n'y avait pas le choix. Je pense qu'à l'époque, mes parents bossaient et pour qu'on manque de rien. Voilà, donc il y avait des gros horaires, il y avait tous les deux dans le commerce, donc pas là le mercredi, pas là le samedi, parce que tu bosses. Donc on a été obligés un petit peu de gagner en autonomie assez rapidement, même si on n'était pas livrés à nous-mêmes. Mais oui, t'apprends un peu à faire ton petit déj tout seul parce que papa et maman sont pas là, tu gères tes devoirs tout seul, t'aides un peu maman à la maison pour le ménage parce que tu sais que sinon, le dimanche, quand elle va être là, elle va passer sa journée à faire le ménage. Donc, on essaye aussi de combler un peu ça pour pouvoir en profiter le dimanche un peu plus en famille. Mais après, c'était... pour nous, ça nous paraissait normal. Je pense qu'aujourd'hui, t'en parles à la nouvelle génération ou même à mes propres filles. Voilà, moi, vider la vaisselle, pour eux, c'est une épreuve, quoi. Chose qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui, mais voilà, on est parents, donc c'est peut-être de notre faute aussi. Peut-être. Mais je comprends tout à fait. Et donc après la suite, collège, lycée, ça... Voilà, collège, à Dèvres, au Caraquet, je cite le nom. Ok. À Def avec 2 F pour... Ceux qui... Ouais, après Branly à Boulogne-sur-Mer, donc bac S. Et puis après une orientation un peu mitigée, parce qu'au final, 18 ans, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut faire. Ouais. Donc en fait, moi j'ai suivi un peu l'exemple de ma sœur qui est kiné aujourd'hui. En fait, je suis partie à l'école infirmière.
Voilà, j'ai eu la chance d'avoir mon concours pendant mon année de terminale. Donc j'intègre l'IFSI de Boulogne-sur-Mer tout de suite après le bac. Et puis je fais une année et en fait ça ne me correspond pas du tout. Alors j'adore les cours parce que j'aime bien la science, enfin, voilà. Mais en fait on m'appelle un peu Bob l'éponge parce que je rentre de mes stages, je pleure tout le temps, quoi. Voilà, j'ai cette empathie où tous les petits vieux, j'ai envie de les ramener à la maison. Quand je vois qu'il n'y a pas de visite, j'ai envie de rester avec eux après parce qu'ils sont tout seuls. Et je me rends compte qu'en fait c'est un métier quand même où faut que ce soit un peu aussi viscéral, quand tu as un peu sur de l'aide à la personne. Et en fait, moi, j'avais pas ce recul. Alors peut-être parce que j'avais 18 ans et que du coup, j'étais peut-être encore un petit peu trop jeune. Peut-être un petit manque de maturité là-dessus. Et du coup, j'arrête assez rapidement. J'arrête en août l'école d'infirmière. Et pour la petite histoire, je le dis pas à mes parents. Donc en fait, pendant 15 jours, je fais croire que je vais en stage. Ok. Donc je me barre à 6h30 le matin de la maison, enfin même un peu avant ça, à 6h, parce que je commence à 6h30. Et voilà. Et en fait, pendant 15 jours, je cherche une école pour faire autre chose. Parce que si j'annonce à mes parents que j'arrête l'école d'infirmière et que j'ai rien derrière, là par contre ça va pas passer. Ça va être compliqué. Ça va pas passer du tout. Toutes les deux sont des gros bosseurs. C'est ça. Donc voilà, et en plus je valide mon année, donc c'est-à-dire qu'en fait je passe en deuxième année, je sais que je passe en deuxième année à l'IFSI. Donc voilà, et pendant 15 jours. Et puis en fait au mois d'août c'est un peu compliqué parce que toutes les écoles sont fermées. J'avais pas posé de dossier nulle part et je voulais pas du tout aller à la fac parce qu'à l'époque je me sentais pas du tout capable d'être en cours en IFSI, en amphithéâtre, parce que je me suis dit je vais décrocher, enfin moi je suis quand même assez pipelette, enfin je me sentais pas capable d'aller en fac. Donc je cherche un BTS et puis je sais pas ce que je veux faire. Donc en fait je pars en BTS CGO, donc comptabilité et gestion des organisations, qui est un BTS qui me permettra après de faire plein de choses, c'est-à-dire que je peux repartir après sur une licence 3 dans pas mal de choses, en éco, en langue, en histoire. Donc je me bouge pas de porte. Je me dis allez voilà. Donc j'ai la chance qu'effectivement à l'époque le directeur me réponde à un mail, donc il me reçoit et donc je pars en BTS compta à Saint-Jean à Boulogne. Ok. Je vais pas dire que c'était le truc le plus passionnant au début parce que la compta, pas se mentir, de base c'est pas très glamour, quoi. Il y a plus dynamique. Disons que 512 banques et 607 achats de marchandises, au bout d'un moment, t'en as marre de passer des écritures. Mais après, très vite, tu vois autre chose. C'est-à-dire que tu vois aussi, c'est un peu là où naît l'envie aussi, peut-être d'entreprendre. C'est que tu vois ce côté gestion, un peu ressources humaines aussi, économie et stratégie. Et en fait, c'est un peu là où je me découvre un peu, où finalement, au travers de mes stages, j'ai la chance d'aller faire un stage chez une de mes tantes qui a une boîte de transport et BTP pas très loin de Lens. Et j'arrive dans la vie d'entreprise et là, je me prends une claque dans la gueule parce que j'adore. C'est-à-dire que ça bouge. Donc à l'époque, mon cousin travaillait déjà avec ma tante, un peu plus âgé que moi, on a 10 ans d'écart. Et j'adore, c'est-à-dire que ça bouge toute la journée. Ils ont la niaque, il y a des objectifs aussi à la journée, au mois, il y a des gens à manager. Et en fait, je me dis, en fait, c'est pas mal. Ce côté un peu... alors, ça bosse beaucoup, forcément, parce que c'était des grosses journées à l'époque. Comme tu devais être au bureau à 8h, parce que les premiers appels pour louer un tractopelle, c'est là. Enfin, voilà, une machine qui est pas là, qui arrive pas sur un chantier. Et puis, tu pars à 20h, parce qu'en fait, jusqu'au soir, tu prépares les roulements pour le lendemain pour les chauffeurs, les locations, les machines qui doivent partir. Donc là, il y a déjà un premier déclic où je me dis... en fait, c'est quand même sympa, ça bouge et c'est assez diversifié aussi. C'est-à-dire que c'est pas monochrome, c'est pas monotâche. Donc du coup, je dis c'est pas mal. Donc ça, c'était ma première année. Et deuxième année, je fais mon stage en cabinet d'expertise comptable. Plus dans le thème, du coup. Enfin, plus dans... C'est ça. Alors après, quand tu fais un BTS, en général, tu es quand même très orienté plus entreprise au début, sur les stages, pour vraiment un peu te montrer comment ça se passe. Mais oui, effectivement, le BTS te permet après de passer des diplômes d'État, genre le DCG, DSCG, qui te permet d'accéder après à l'expertise comptable. Donc stage en cabinet est sympa aussi, parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est que tu as plein de clients et que tu vois plein d'activités différentes. Tu passes le matin d'un menuisier charpentier, ou l'après-midi, tu peux être avec un médecin cardiologue, et le soir, tu peux être avec un gars qui gère 50 personnes à Capécure. Ouais, c'est sûr que l'image du comptable que nous, on a en tant qu'entrepreneur, on se dit, mon expert comptable, il est tout le temps dans son bureau, c'est que des chiffres, c'est un peu l'image que nous, on a. Mais en fait, là, tu tords un peu le coup à ça, c'est de dire, en fait, non, les comptables, en réalité, ça reste super intéressant parce qu'ils ont plein de gens différents en face d'eux à longueur de semaine. L'avantage quand tu travailles dans un cabinet d'expertise comptable, comme je disais, c'est qu'effectivement, tu es amené à rencontrer... plein d'entrepreneurs différents. Alors, faut pas se mentir non plus, ça reste quand même un boulot administratif qui est quand même réglé par des objectifs de temps, parce que quand tu as une TVA déclarée au 21, t'as pas le choix, c'est le 21. Quand là, ils sont en plein dedans, là, c'est la grosse période fiscale pour eux. Ils doivent finir tous les 31-12 pour le 15 avril. T'as tous les impôts sur le revenu qui arrivent derrière. Donc voilà, il y a quand même ce stress du temps chez l'expert comptable et puis beaucoup d'administratifs et de fiscalité qui est quand même très mouvante en plus en ce moment aussi. On écoute l'actualité, voilà. Mais par contre, t'es quand même un partenaire de l'entreprise. Enfin,
voilà, dans l'entreprise, tu as ton partenaire financier, qui est quand même, qui est très, très important pour tes investissements. Tu as ton partenaire plutôt assurance, voilà. Et puis, tu as aussi et surtout ton expert comptable qui est là pour t'aider. Alors, moi, je dis toujours, un expert comptable, il n'est pas là pour diriger ta boîte. Par contre, il peut t'aiguiller et te conseiller. Et c'est lui qui va te donner les curseurs pour savoir quand ça va et quand ça va pas. Donc, oui, quand tu as un comptable, tu as quand même un avantage là-dessus. C'est que tu vois plein de clients différents et tu rentres dans les boîtes. Et tu parles d'argent, ce qui est un peu rare en France. Donc, tu as accès à tout. Et donc, tu rentres vraiment dans l'intimité des gens. Ouais, bah oui, il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut parler chiffres. Et c'est assez drôle parce que tu fais la déclaration de revenus, tu sais le nombre d'enfants, ce qu'ils font, leur scolarité. Donc, tu es vraiment dans l'intimité et tu sais ce qu'ils gagnent. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a un tabou qui saute. C'est qu'avec ton comptable, tu peux facilement parler de tout. Oui. Puisqu'en fait, il y a cette barrière du financier qui est déjà tombée. Oui. Donc, c'est plutôt... Qui est peut-être la plus grosse, comme tu le disais juste avant, en France. Où l'argent, voilà, clairement, c'est un gros sujet. C'est tabou. Pas tout le monde, mais ouais, une grosse majorité des gens. C'est ça. Et donc, là, t'as quel âge ? Là, j'ai 21 ans quand j'ai mon BTS. Ouais. Donc, je continue. Je fais le choix de continuer parce que déjà, ça se passe très bien, mon stage en cabinet d'expertise comptable. Je tombe avec un expert comptable qui me fait vraiment faire un stage où je vois tout. Voilà, t'es pas la stagiaire qui fait les photocopies parce que malheureusement, ça peut arriver des fois sur certains stages. Et du coup, c'est lui qui me dit, c'est un peu con d'arrêter là parce qu'en gros... t'as les capacités et ça va être plus compliqué après de monter dans des cabinets, pour travailler en cabinet d'expertise comptable. Il me dit autant que tu continues. Donc je pars en licence 3 à la fac de Boulogne. Donc je fais ma licence 3, ça se passe plutôt bien. Je refais un stage dans le même cabinet, mais du coup un stage un peu plus long, quasiment 3 mois, où là je commence à avoir des vrais suivis de dossiers, c'est-à-dire que j'ai un client à suivre pendant 3 mois, enfin un ou plusieurs, et puis je touche un peu à tout. Et puis là en fait, je me dis allez, je peux continuer. Par contre, j'ai cette envie de ne pas rester à Boulogne. Ok. Parce que je suis là depuis toujours, et puis j'ai l'impression un peu de voir toujours les mêmes têtes. J'ai envie un peu de changer d'air, je pense que c'est le moment. Enfin voilà, j'ai 22 ans, je me dis si je bouge, c'est maintenant. Et puis j'avais aussi cette envie de continuer mes études en alternance ou en apprentissage. Et sur Boulogne, il n'y avait pas. Lille, j'avais pas trop envie, parce que je connaissais déjà et que j'avais envie de bouger un peu plus. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Et du coup, je passe un entretien à l'IGR IAE de Rennes, et je suis acceptée pour mon master. Okay. Donc je pars à Rennes et je fais donc 2 ans à Rennes en apprentissage, où je trouve une entreprise à Saint-Malo. Donc j'habite pendant 2 ans à Saint-Malo pendant mon apprentissage et donc j'obtiens mon master là-bas. Très belle région, la Bretagne. Ah, on adore, la Bretagne, ça vous gagne, comme on dit. Et voilà. Rennes, très belle ville aussi. Rennes, très belle ville, l'étudiante, dynamique, très dynamique. Et Saint-Malo, c'est vraiment la jolie Bretagne qu'on aime. Enfin, et toute la Bretagne est jolie, je ne vais pas faire d'impair. Parce que oui, attention, fais gaffe quand même. Il me reste des copains dans le Finistère. Voilà, pour certains, Saint-Malo, c'est pas tout à fait la Bretagne, c'est vraiment Quimper de l'autre côté. Et du coup, j'obtiens mon master. Et puis finalement, on me propose un CDI. Ok. Donc dans l'idée où je pars au début juste pour faire mes études et revenir sur la côte, finalement ça se fait pas. Ok. J'ai un CDI, donc effectivement quand on te propose un CDI, tu réfléchis à 2 fois avant de rentrer. Belle boîte où là je commence à faire du commissariat aux comptes. Pour ceux qui connaissent pas trop, commissariat aux comptes, c'est pas comme un expert comptable, c'est une obligation légale. Quand il y a certains seuils, que ce soit de chiffre d'affaires, de forme juridique ou de nombre de salariés, tu es obligé de faire intervenir un commissaire aux comptes qui certifie les comptes. Et du coup, là, en fait, j'ai la possibilité de voir des entreprises beaucoup plus grosses et conséquentes avec des activités variées. Donc, en fait, je me vois pas refuser le poste. Et puis, à l'époque, je suis déjà avec mon conjoint. On vient juste de se marier quand j'obtiens mon master. D'accord. Et lui est en poste aussi à Saint-Malo. On se pose la question. Moi, j'ai mon CDI, lui aussi. Et il se dit, on reste. Ouais. Voilà. Et puis, il faut savoir que Saint-Malo, c'est à 4 heures de route. C'est pas non plus le bout du monde. On peut remonter quand on veut voir la famille. Et puis, c'est surtout que quand tu habites à Saint-Malo, bizarrement, à partir de Pâques, t'as tout le monde qui vient te voir, quoi. C'est la petite... Je pense que j'ai fait, sans mentir, 25 fois le Mont-Saint-Michel en 2 ans. Ouais. Tout le monde veut le voir. Ah là, je pourrais faire une visite guidée. Voilà. C'est la tour Eiffel, quoi. C'est ça. Donc, je continue. Voilà. Et puis, en fait, assez rapidement, parce que je vais parler un peu de mon mari, puisque en fait, je suis entrepreneur. C'est ce que j'allais te dire. On allait rétro-pédaler un peu parce que là, du coup, tu as un petit peu embrayé, mais donc, dans cette période-là, tu as rencontré ton futur mari. Voilà, je rencontre mon mari avant de partir, il est boulonnais aussi, donc il fait le choix de me suivre quand je pars à Rennes. Attends. Donc vous vous êtes rencontrés avant ? Ouais. Ok, toi tu décides de partir à Rennes. Ouais. Et lui il te dit, je te suis. Voilà. Et lui à ce moment-là il fait quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va en parler après, mais voilà, vous travaillez ensemble, c'est vous qui gérez une grosse boutique ici sur Boulogne, donc comment ça se passe ?
Alors, je rencontre mon mari assez jeune, Ouais. voilà, hein, je suis pas majeure, désolé papa, mais voilà, quand t'es jeune, et ben, tu commences à bosser, tu commences à faire des extras, voilà, et moi j'ai la chance de commencer chez un ami de mon papa qui est restaurateur assez jeune, à mes 16 ans, et c'est là où je rencontre Max, Ok. mon mari. Qui est donc lui cuisinier, voilà, qui est diplômé du lycée hôtelier depuis ses 18 ans. Du Touquet. C'est ça. Et on se rencontre du coup dans la restauration quand moi je bosse pour me payer les petites sorties du week-end. Ok. Voilà, donc lui est déjà cuisinier. Quand moi je pars à Rennes, lui il est en poste sur Boulogne en Ouais. tant que chef de cuisine. Et moi je lui dis, moi il n'y avait pas de question où je partais à Rennes dans tous les cas faire mes études. Ouais. Et à ce moment-là, c'est un peu aussi le déclic, c'est tu pars où moi je lui dis clairement, tu viens ou tu viens pas. Voilà, mais moi je me vois pas continuer mes études à Bologne. Rennes, c'est une belle opportunité parce que les GRIAE, c'était quand même, c'est une école qui était quand même assez réputée. Voilà, tout du moins pour son niveau de formation. Et je me dis, je peux pas passer à côté. Je dis après, tu fais ce que tu veux. Et lui, finalement, au même moment, il dit oui. Puis en plus, c'est hyper touristique, donc il savait que potentiellement dans la restauration, voilà. Il avait du boulot. Et d'ailleurs, il part avant moi. C'est-à-dire que en fait, lui, il se fait embaucher pour avant la saison. Donc il part en mai et moi, je le rejoins en août. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, moi, je finis mon stage et je bosse un peu sur Boulogne et je le rejoins du coup en août. Parce que lui a commencé avant la saison. Parce qu'il faut savoir qu'en restauration, la grosse période, elle commence plutôt... Forcément, avant l'été, ouais. C'est ça. Donc, voilà la rencontre et voilà le début de la restauration, un peu. Voilà. Après, pour la petite histoire, je voulais partir en restauration au lycée hôtelier du Touquet quand j'étais en 3e et c'est mes parents qui n'ont pas voulu. D'accord. Pourquoi ils n'ont pas voulu ? Parce que quand c'est rien en orientation, qui te dit que tu peux partir en filière générale et que tu as les capacités pour faire des études. Ouais. Parce qu'en gros, quand on revient à cette époque-là, toutes les filières un peu artisanales, elles sont un peu dénigrées. C'est-à-dire que quand tu pars un peu côté pro, à l'époque, voilà, il y a eu un gros rétropédalage là-dessus, parce qu'aujourd'hui, voilà. Mais en gros, quand tu travailles plutôt bien à l'école, il faut que tu fasses des études et que tu partes en général. On est dans la période où il faut partir un peu dans le tertiaire, quoi. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Les gens, ils sont un petit peu plus ouverts. Mais bon, je pense que 90% des parents, ils aimeraient bien voir leurs enfants médecins. Ça reste encore le cas, je pense. Ah oui, moi je suis la première à dire que j'aimerais que ma fille, elle trouve le remède contre le cancer. On a eu cette discussion. Bah oui, non mais c'est ça. C'est que tu te dis, bon voilà, on aime l'entrepreneuriat, on aime même l'artisanat. Quand quelqu'un est artisan, on respecte et même on admire. Oui. Mais quand c'est pour ses propres enfants, voilà, on a encore ce truc-là quand même. Faut l'avouer, faut être honnête. honnête. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Alors nous, on a la chance, avec Maxime, on a deux profils complètement différents sur le parcours scolaire, parce que finalement, lui fait CAP, BEP, Bac Pro et rentre dans la vie active. Directement et très jeune. Et au final, on est entrepreneurs aujourd'hui ensemble. On est dans la même boîte et on réfléchit quasiment pareil. Je vais te poser une question, Lulu. Est-ce que tu penses que si t'étais un garçon, tes parents t'auraient laissé faire l'école hôtelière du Touquet ? C'est possible. Est-ce que t'as pas le truc, tu vois, t'es une fille, donc forcément plus intellectuelle, les parents, est-ce que tu penses pas qu'il y a un peu de ça aussi ? Il y a un peu de ça, puis j'ai un papa qui n'a pas eu l'opportunité de faire des études, parce qu'il a été très très vite ce qu'on appelle aide familiale. Donc mes grands-parents avaient une ferme, et en fait, lui, il est resté à la ferme pour aider ses parents. Voilà. Il avait commencé des études de mémoire à Saint-Omer pour faire d'ailleurs un truc dans l'agriculture. Il est tombé malade, rien de grave. En fait, il n'est jamais reparti à l'école. Il est resté pour aider mon grand-père. Donc, il n'a pas eu cette opportunité. Même si, je pense qu'il reste un petit regret, même si aujourd'hui, il a fait une très belle carrière, une très belle vie. Enfin, voilà, il a réussi. Pour moi, tout du moins, je le dis assez souvent. Mais du coup, il y avait peut-être aussi cette envie que ses enfants. Voilà. Et nous, ça a toujours été école. C'est-à-dire que nous, les sorties, c'était un peu compliqué, quoi. Alors déjà, t'es papa de filles, donc t'es un petit peu plus strict qu'avec des garçons. Mais en plus, il avait cette envie pour nous, effectivement, je pense de moins galérer. C'est-à-dire qu'à l'époque, il pense que si on a un bagage scolaire assez conséquent, on va peut-être moins galérer qu'eux. Parce que moi, j'ai connu ma mère alors, je vais pas dire faire les fonds de tiroir, mais elle avait ses petits cahiers, elle notait toutes les dépenses, toutes les entrées. Voilà, c'était... D'avoir le choix, de vous laisser le choix, en fait. C'est ça, mais je pense qu'effectivement, pour mon frère, ça n'a pas été la même. Effectivement, il y avait ce côté un peu... Alors, je vais pas dire que les garçons, c'est un peu moins scolaire, mais c'est quand même... La maturité, elle n'arrive pas au même âge, je pense. C'est même sûr. Et du coup, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, si mon frère avait été à ma place, je pense qu'il l'aurait laissé partir. Ok.
Ok. Et donc là, Saint-Malo, Saint-Malo. qu'est-ce qui se passe? Saint-Malo, ce qui se passe. Moi, je travaille dans un cabinet où ça se passe très très bien. Et j'avoue que le fait d'être tout le temps confronté à des entrepreneurs, à des chefs d'entreprise, ouais, il y a le côté entrepreneur qui titille un peu. Ça titille, ouais. Ça titille. Bon, faut savoir que pour mon mari, dans leur activité, c'est soit t'es salarié toute ta vie, ou soit t'as envie d'avoir ta boîte. Ouais. Et je pense que pour Maxime, ça a toujours été un objectif d'un jour avoir son propre resto. Voilà. C'était pas forcément une obligation parce que moi la question s'est posée à un moment donné de savoir si j'allais pas passer mon diplôme d'expert comptable. Donc je me suis arrêtée au bac plus 5. Après pour être expert comptable tu fais 3 ans de plus de stage d'expertise et puis moi je lui ai dit clairement écoute, je pense que l'expertise comptable il y a un moment donné où j'en aurais marre. Ouais. Voilà, je dis j'aime ce que je fais. Je peux me tromper, mais quand t'es expert comptable, t'es entrepreneur. Aussi. Parce que du coup, tu montes ta boîte d'expertise comptable, donc t'es chef T'es chef d'entreprise et voilà. Tout à fait. Sauf que moi, je me suis très très vite rendu compte que même si j'aimais ce que je faisais à ce moment-là, c'était pas quelque chose qui m'animait non plus. Ouais. Voilà. Pas de passion, voilà. J'aimais ce que je faisais. J'adorais rencontrer tous ces entrepreneurs, rentrer dans la vie des entreprises. Moi, je m'étais un peu spécialisée en commissaire aux comptes où je faisais beaucoup ce qu'on appelait à l'époque le flux d'informations. Donc moi, j'arrivais et c'était plus un peu de contrôle de gestion, contrôle de coûts, contrôle de flux RH, de ce genre de choses. Donc c'était assez sympa. Mais je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Je ne me voyais pas non plus cette obligation d'avoir tous les mois, être obligé de faire mes TVA, de répondre aux objectifs fiscaux que l'État nous mettait. Je sentais que c'était pas quelque chose qui allait m'animer pendant 20 ans. Donc la question du resto s'est posée assez vite. Entre deux, on quitte Saint-Malo et on part à Pornichet, en Loire-Atlantique, où mon mari est débauché. Donc ça faisait un an et demi qu'il travaillait pour le groupe Accor. Ouais. Et son ancien directeur vient le rechercher pour remonter le Ibis de Pornichet. Ok. On redéménage, alors qu'on vient à peine d'acheter notre première maison. Ouais. À Saint-Malo. À Saint-Malo, et où on a fini à peine de carreler la douche. Ouais. Voilà. On déménage. C'est bien. Bah oui, c'est bien. On aime bien. On aime bien. Voilà. Mais super opportunité pour Maxime, parce que du coup, c'est un bel établissement avec une belle masse salariale. Saint-Malo-Pornichet, il y a combien de distance? 2h30. Ouais, donc c'est loin quand même. Voilà, on se retrouve à 6h, 6h30 de Boulogne. Ok, ouais. Voilà, c'est plus la même. Entre 4 et 6h30, c'est plus la même. Tu rentres plus sur un coup de tête, tu gères un peu différemment. Mais du coup, très belle expérience. Moi, je reste dans l'expertise comptable. Max, ça lui plaît. Il rentre dans un groupe où et il apprend ce côté gestion. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu sors du lycée hôtelier, tu sais cuisiner, mais gérer, c'est autre chose. Quand tu as que niveau bac, tu es plus dans la technique. Bien sûr. Il y a des BTS qui permettent après d'entrer un peu plus dans la gestion. Mais donc, cette approche dans le groupe Accor lui permet en fait, d'arriver sur tout ce qu'il faut savoir en cuisine. C'est aussi calcul des coûts, ratio, rentabilité. Une plus grosse structure, tout simplement. C'est ça. Ouais. Donc voilà, et puis ce qui se passe, c'est que moi j'ai ma première fille et j'ai cette envie de remonter à Boulogne qui me titille. Et, quel âge là? La première arrive 28 ans. 28 ans. Je me vois, vu que j'ai grandi quand même dans un cercle familial assez présent avec plein de cousins-cousines, je me voyais pas élever ma fille aussi loin de Boulogne. Ouais. Donc envie de rentrer. Et puis là, en fait, on se met un peu un ultimatum, c'est ok, on rentre, mais si on rentre, c'est pour acheter un resto. Ok. Voilà. Parce que Max me dit, je retourne pas à Boulogne pour travailler dans un resto. Pour être salarié. Pour être salarié. Tout simplement, ouais. Et puis, du coup, moi, je lui dis, ok. Et moi, à ce moment-là, je suis sûre que l'expertise comptable, c'est pas un truc que je veux faire. Ouais, donc tous les deux, vous êtes alignés, vous savez à peu près tous les deux. Et puis, là, il y a la recherche du premier resto qui arrive. Voilà. C'est assez compliqué parce qu'au début, on nous propose des boîtes qui nous correspondent pas forcément, un peu survimereux. Et en fait, on cherche pas forcément un resto, avec une saisonnalité trop présente. On veut quand même créer un resto qui nous ressemble, avec plutôt une clientèle fixe, d'habitués. Et puis un jour, on a une chance énorme, c'est qu'en fait, on est contacté. Parce que moi, c'est mon papa qui me dit, vous trouvez pas, pourquoi tu mets pas une annonce sur Le Bon Coin, mais en mode recherche? Oui. Voilà. Et je lui dis, t'es sûr, machin? Bon, c'est tout. Donc, je mets une annonce en ligne en disant, voilà, couple restaurateur cherche établissement à reprendre sur Boulogne-sur-Mer. Et là, une semaine, 10 jours après, j'ai un coup de téléphone. Et là, donc, c'est le propriétaire du premier restaurant qu'on rachète qui m'appelle, qui me dit juste son nom au téléphone, qui se présente, mais il me dit pas l'établissement. Sauf que moi, je travaille en cabinet d'expertise comptable. Donc, je tape son nom,
Et tu trouves en 2 secondes quel resto c'est. C'est ça. C'est l'avantage. Société.com, Infogreffe, tout Ça ça. va vite, Enfin, ça voilà. va très vite. Et donc, en fait, ce resto, il est place d'Alton, enfin rue du Doyen, hein, pour être précis, Ouais. mais il est au cœur de la ville de Boulogne-sur-Mer et sur une place quand même plutôt gourmande où, voilà, stratégiquement, voilà, parce qu'il faut savoir que c'est le truc numéro 1, c'est le positionnement. Bien sûr. Voilà. Et finalement, on remonte quoi, une semaine après, et 15 jours après, le compromis est signé. C'est-à-dire que, Ça va très allez, vite. c'est parti. Et pour la petite anecdote, j'apprends 15 jours après que je suis enceinte de la deuxième. Ok. C'est bien, vous aimez bien enchaîner, et puis... Voilà, donc on arrive à Boulogne, on remonte de Boulogne, et puis on arrive, et puis donc Alba n'a pas encore 1 an, mon aîné, et puis moi je suis enceinte jusqu'au cou, parce que pour la petite info, mes filles n'ont qu'1 an d'écart, hein, voilà, 9 avril 2016, 21 avril 2017. Très voilà. rapide. Et puis on achète le resto le 6 avril et j'accouche le 21 avril. Ok, Donc on se retrouve avec incroyable. un resto et 2 enfants en bas âge, voilà, 1 an. Tu sais, je pense que là, tu vas parler à beaucoup de gens parce que il y a plein de femmes qui aimeraient entreprendre ou qui ont déjà entrepris, qui sont mamans ou qui aimeraient être maman. Et là, en fait, bon, ça fait 3 énormes trucs, en fait, le en resto, même c'est pas un 2 ans, troisième quoi. bébé. Voilà, c'est ça, en fait. C'est un truc de fou, ce que vous faites, en réalité. Je pense qu'à ce moment-là, on est un peu cinglé et un peu plus jeune, donc on est un peu... Ouais, on y va et puis on verra bien. Bon, alors après, on a la chance aussi d'avoir une famille qui a été assez présente pour les enfants, pour le coup. Enfin, on va pas se mentir, parce qu'il y a un truc qui est quand même très compliqué en France, c'est la garde d'enfants. Ouais. Voilà, surtout dans des métiers un peu comme ça, avec des horaires atypiques. Enfin, Bien sûr. plus ou moins, pas des horaires de bureau, comme on peut le dire. Donc, on a eu quand même la chance d'avoir les papiers et mamies qui ont été pas mal là, surtout les week-ends, pour garder les enfants. Donc, ça nous a clairement sauvés, parce que... Bien sûr. Sinon, ça aurait été un peu compliqué. On les remercie, tous les grands-parents qui nous aident à longueur de semaines, d'années. Non, mais il faut leur dire, voilà. Je pense qu'ils ont un rôle pour tous les gens actifs. Voilà, c'est quand même... ils nous enlèvent des fois une sacrée épine du pied. Ah, c'est clair. Voilà, donc oui, merci papy, mamie. Okay. Et papy, mamie. On a la chance d'avoir les deux côtés, donc voilà, on remercie les deux. C'est clair. Mais du coup, voilà, on achète notre premier resto, et puis là, la vie d'entrepreneur, elle commence. Ouais. Et puis elle t'anime, c'est-à-dire que clairement, on vit pour le resto. Voilà, même si, attention, hein, le rôle de parent, il est là, il est présent. L'équilibre n'est pas toujours facile à trouver, hein, mais... c'est H24, 7/7, quoi. Voilà... ça prend tout le temps, quoi. Le resto est ouvert du lundi au samedi. On a quand même cette chance d'avoir un resto qui est fermé une journée. Et ça, je pense que c'est ce qui a permis aussi qu'on réussisse avec un rythme aussi élevé. On avait quand même notre dimanche. On faisait beaucoup de siestes le dimanche. J'imagine. Mais voilà, on est sur un resto qui est ouvert 6/7. Donc on est là 6/7 quasiment pendant 2 ans et demi. Je pense qu'il y a vraiment à la début de la 3e année, fin de la 3e année, là on commence à pouvoir se prendre un peu plus de temps. Ouais. Le resto est quand même assez identitaire, c'est-à-dire que le resto s'appelle Le Comptoir, mais assez rapidement on se refait un réseau et en fait on vient manger chez Max et Lulu. Ouais, ou Lulu et Max. Ça dépend de qui avec qui t'es copain ou copine. C'est ça. Et donc du coup, on arrive à lever le pied un peu, et puis il y a un truc qui nous tombe sur la gueule, ça s'appelle le Covid. Ouais. Voilà, mars 2020. Pour en parler. Et là, ça remet un peu tes certitudes d'entrepreneur à rude épreuve, parce que nous, à l'époque, on était TNS. Et puis du coup, on a le droit à pas grand-chose. Alors attention, là-dessus, on ne pourra pas cracher. On a quand même eu, on n'aime pas à ce moment-là le président, mais on a quand même eu des aides qui nous ont permis, à l'inverse d'autres pays, de tenir un peu. De tenir, voilà. Donc on a eu des aides qui nous ont permis d'éponger nos charges fixes. Et puis on a eu le PGE. Donc je rappelle quand même que le P veut dire prêt, donc c'est quelque chose qu'on a remboursé. C'était pas un don. C'était pas un don. Ça a sauvé des entreprises, ça a sauvé des emplois. Donc là-dessus, merci. Et d'ailleurs, là, on est en avril 2026 et je viens de faire mon dernier remboursement de PGE. Ah bah, voilà. La vidéo tombe bien. Voilà. Donc on arrive à la deadline du remboursement du PGE. Voilà. Donc je reviens, on est en 2020 et là, on se retrouve un peu dans la mouise, quoi. Enfin, si nous, restaurant, on est fermé complet, quoi. C'est-à-dire que... Donc on se retrouve, premier Covid, bon ça va, il dure que 3 mois celui-là, on réouvre en juin. C'est ça, ouais. On réouvre en juin, alors avec des jauges, avec ceci, mais on réouvre très fort, parce qu'en fait, juin, personne n'a vécu ça. Moi, ma grand-mère qui a 90 ans me dit, mais même pendant la guerre, c'était pas ça, on a eu tellement de restrictions que là, les gens vivent. Et là, effectivement, pour ceux qui étaient présents sur la place d'Alton,
c'est l'euphorie. Enfin, Oui. c'est-à-dire que, alors l'euphorie non, parce qu'on est censé faire attention, on va pas tout balancer, mais, mais voilà. les gens, ils ont du mal à... Ouais, Mais les gens c'est ont envie de compliqué. sortir, Bah de oui. consommer, parce que pendant 3 mois, t'as pas consommé. Ouais. Et puis ils ont aussi le budget, en fait. C'est un peu con, mais pendant 3 mois, t'as rien fait. Ils ont épargné. Donc les gens sortent et dépensent. Donc on fait une super saison qui nous rassure beaucoup, parce que du coup, bah, ça remet la trésor un peu d'équerre. Ouais. Voilà, ça permet Comme aussi il de... faut, ouais. Et puis bah, là, on se retrouve en octobre, puis on referme. C'est reparti. Voilà. Et là, on ferme de fin octobre jusque juin. Ah, là, c'est pas pareil. Et là, c'est très très long. Ouais. C'est là où le PGE intervient, entre autres, parce que nous, on n'avait pas pris tout le PGE au début, parce qu'on pensait ne pas en avoir besoin. Ouais. Voilà. On a eu la chance à ce moment-là d'être très très bien aiguillés par notre banquier, qui nous appelle peut-être 15 jours avant qu'on referme. Ouais. Parce qu'on sentait venir le truc quand même. Hein. Oui, bah oui, ouais. On savait qu'on allait refermer. On attendait de savoir quand. On savait qu'il allait y avoir de nouveau d'autres restrictions, ce genre de choses. Et qui nous appelle et qui dit bah là, il faut débloquer les 50% qui restent du PGE, il faut les prendre. Et c'est maintenant, enfin voilà, il faut le faire tout de suite. Donc on prend le PGE et puis en fait le PGE nous permet entre guillemets de vivre pendant cette période, mais c'est assez stressant, humainement compliqué, parce que tu te retrouves où tu vois une centaine de personnes tous les jours dans ton resto, et là tu te retrouves mère de famille, où tes enfants continuent à aller à l'école, et puis tu te retrouves avec une routine où en fait tu vois personne, t'es chez toi. Alors comme tout le monde, tes placards sont super bien rangés, ton jardin c'est Versailles, mais tu te fais vite chier. Bah oui. Voilà. Et puis encore une fois, ça te remet un peu en question. Tu te dis putain, est-ce qu'on a eu raison à deux pour notre famille d'entreprendre Donc là, tu te poses la question quand même. Tu te poses la question d'un point de vue financier. C'est pas. Moi, je pense en tant que maman, c'est-à-dire, je pense que mon mari a eu moins de doutes que moi en se disant c'est tout, on l'a fait, c'est comme ça, c'est une période, on est tous dans le même bateau de toute façon. Hein. C'est pas comme s'il y avait un truc. C'est que toi. C'est ça, c'est pas le resto à brûler où on a une couille, c'est on est tous fermés. Mais oui, moi à ce moment-là, je me pose quand même des questions. Je me dis, est-ce qu'on a eu raison ? Moi, j'ai surtout peur pour mes filles. Enfin voilà, parce que je pense que la première chose qu'on veut, ce qui nous rend heureux, c'est un peu la sécurité financière. On va pas se mentir, c'est de se dire que demain, on n'a pas de problème de thunes et que tu peux habiller tes enfants, te nourrir, sortir. C'est ça. Donc à ce moment-là, je suis un peu ébranlée. Et après, le resto réouvre et puis t'as pas le choix, tu repars. Et puis encore une fois, ça repart quand même assez bien. Oui. Ouais. Mais on n'est pas ébranlé très longtemps parce qu'en fait, assez vite, on a des propositions de restaurateurs qui veulent arrêter. Donc, on est de nouveau sollicité pour reprendre d'autres affaires. Ouais. Donc voilà, alors on ne les a pas tous reprises, parce qu'il faut savoir qu'on est venu nous voir plusieurs fois pour d'autres affaires. Mais on se rend compte qu'en fait, on ne ferait pas autre chose. Et que c'est ça qui nous anime. C'est d'entreprendre, d'avoir des projets, d'avoir des objectifs. Donc merci le Covid. Merci le Covid, ouais. En vrai, merci le Covid. Alors déjà, pour une chose, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a une chose de positive, c'est que moi, j'ai pu profiter de mes enfants. Ouais. Voilà, parce qu'on sort d'un rythme effréné où on a les 3 premières années dans l'entrepreneuriat qui est quand même... c'est la grosse période. Quand tu es chez l'entreprise, les 3 premières années, c'est vraiment là où... Tu y vas à fond, tu te poses pas de questions. Voilà, donc ça m'a permis quand même de profiter de mes enfants. Et puis, ça a aussi permis à certains restaurateurs de vouloir arrêter ou de ralentir. Et du coup, nous, on a eu d'autres opportunités. Ouais. Donc, puisqu'il faut savoir que le comptoir, c'est un resto, on est moins de 10. Hein, on a entre 4 et 6 salariés selon les périodes. Combien de places assises ? On est sur 45, 50, selon la disposition. Donc, les gros services, vous faisiez combien de couverts ? Alors, on avait quand même des records, parce que Boulogne est quand même une ville assez touristique. Hein, on a la chance d'avoir Nausicaa, et la réouverture de la deuxième phase des travaux de Nausicaa nous a permis d'avoir une visibilité quand même sur la Côte d'Opale, parce qu'on a eu beaucoup de communication là-dessus. Donc juillet, août, on pouvait faire des services, on pouvait dépasser les 110 couverts, on arrivait à renouveler un petit peu de couverts en terrasse. Donc voilà, mais des fois c'était, allez, les records ça va être 120. 120, mais et là c'est des beaux records où t'es fier de toi, mais on était plus sur du, on va dire l'hiver, sur des services le midi, on allait jusqu'à 70 couverts, les gros services, et puis le soir ça pouvait aller en week-end jusqu'à 80, tu vois, ça allait être, 80 t'étais content, t'avais fait un beau vendredi soir et un beau samedi soir, t'avais renouvelé tes tables, t'avais fait 2 services, donc t'étais assez content. Ce qui ferait rêver quand même 95% des restaurateurs au vu de la surface de la boutique. Tout à fait. Clairement. Ça cartonnait, tout se passait bien. Tout se passait bien, on commence à avoir un peu plus de temps parce qu'on pouvait aussi, on avait un peu de recul, donc on s'est permis aussi d'embaucher et de se prendre un peu plus de temps. Merci Covid. Merci Covid. Et clic aussi de se dire, faut quand même qu'on voit les filles, C'est ça, il faut. Sinon tu peux délaisser la famille, enfin tu peux vite te quand t'es entrepreneur, il faut quand même que tu trouves un équilibre. Ouais. Voilà.
faut que tu trouves quand même un équilibre, parce que ta boîte, elle peut aller très très bien, mais si ton perso, c'est pas ouf, et que ce soit en couple ou même juste toi, ton équilibre Bien personnel, hein, c'est-à-dire repos, activité, amis, potes, sorties, je pense que c'est compliqué. Enfin, tout du moins sur le long terme. Tu peux être à fond pendant un certain temps, mais il arrive à un moment où tu as besoin d'autre chose, et il y a besoin de soupapes de sécurité. Voilà. Et le Covid, je pense, nous a permis aussi d'avoir ce recul-là et de prendre un peu plus de temps. Et puis il y a un truc qui arrive aussi, c'est qu'en fait, on se fait chier. Voilà, parce qu'il arrive un moment où ça tourne. Alors attention, il n'y a rien qui est acquis. Voilà, c'est pas parce que ton resto il tourne que l'année prochaine ça sera pareil. C'est ça, il faut que tu gardes ton exigence, il faut que tu gardes ta qualité. Donc c'est un peu l'objectif. C'est ça, hein, c'est qu'on soit toujours aussi bon et voilà, et que l'accueil soit toujours le même. Mais on se fait un peu chier, Okay. On se fait un peu chier, on a besoin d'un autre challenge, parce qu'en fait quand t'es un entrepreneur, c'est un peu ça qui t'anime aussi, c'est les challenges, les objectifs. Et puis du coup là on a un premier resto qui nous tape un peu, on l'a en ligne de mire, et puis en fait il est pas à Boulogne. Il n'est pas à Boulogne, mais c'est un resto qui nous permettrait d'habiter avec nos enfants, parce que la structure nous permet aussi, à ce moment-là, d'habiter vraiment. Enfin, en gros, il y a une porte entre la cuisine et un logement, qui est plutôt un logement plus agréable. Donc, on se dit, on pourrait faire les deux, c'est-à-dire qu'on pourrait être un peu plus présent pour les enfants et à la fois avoir un resto plus grand et où on a la possibilité d'acheter les murs. Ok. Parce que la question se pose aussi d'investir. Ouais, bien sûr. Voilà, et puis ça prend un peu de temps, on développe. Pour être honnête, les banquiers sont pas très chauds. Pas par rapport à nous, mais parce qu'ils nous voient pas dedans. Voilà, ils trouvent que c'est pas... C'est pas vous, c'est... Voilà, ils comprennent le montage un peu financier, c'est-à-dire qu'effectivement, ça nous permet d'acquérir des murs avec des chambres d'hôtes à l'époque. Donc voilà, et puis ils comprennent le projet, mais... on les sent pas chauds. Et pourtant, on sait, à l'époque, et c'est toujours le cas, on est au Crédit Agricole, et c'est le même banquier qui nous suit, et qui est un vrai partenaire financier, qui a été très présent d'ailleurs après le Covid. On sait tout. Et du coup, ça nous met un peu le doute aussi. Voilà. Et puis, au bout de 3-4 mois, on se retrouve à bouffer au resto à deux avec mon mari. Et puis, je pense qu'en même temps, on se dit, mais en fait, est-ce qu'on est fait pour aller là-bas ? Est-ce que c'est nous ? Et non. Et on n'y va pas. Et 15 jours après, on nous propose Canaille. Ok. Donc Canaille qui s'appelle à l'époque le Dalton, qui est pour les Boulonnais anciennement le Welsh Pub. Voilà, donc qui a pignon sur rue, place Dalton. Une grosse brasserie de Boulogne-sur-Mer. Pour le Welsh Pub, grosse institution. Le Dalton n'a pas eu le temps de s'imposer parce que malheureusement, ils sont pas restés longtemps pour des raisons tragiques. Malheureusement. Bien sûr. Et donc, voilà. Et là, en fait, le projet nous fait rêver. Et la question, elle se pose pas, en fait. La question se pose pas. Il y a quand même un truc aussi, c'est le financier, parce qu'en gros, il faut savoir que le comptoir et le Dalton, c'est 50 mètres d'écart. Ouais. Donc là, notre fonds, il vaut plus rien. En fait, on va pas se mentir. Enfin, c'est pas qu'il vaut plus rien, mais on sait très bien que notre fonds, c'est notre clientèle, et que si on déménage... Les gens risquent de suivre un petit peu. Il y a 70-80% des gens qui vont nous suivre, parce que le concept et la cuisine va rester à peu près le même. Le cadre, pas du tout, parce qu'on passe quand même d'un resto qui fait un peu esprit bouchon ou bistrot parisien, donc très cocooning, et où les gens un peu les uns sur les autres. Et là, on passe sur une autre dimension, une autre structure, avec 120 couverts, 40 en terrasse. Donc c'est pas la même. Mais on sait que notre fonds de commerce, il est un peu dévalué, quoi. On déménage à côté, donc compliqué. Donc on essaye quand même de le vendre avec un prix beaucoup moindre que si on était parti à 50 km, par exemple. On a un premier acheteur. Voilà, on signe un compromis. Cette personne vient régulièrement au resto. Et puis, 15 jours avant la signature définitive, il se rétracte. Sauf que nous, on est engagés de l'autre côté, on a vendu notre maison. Voilà, et donc là, Là, dur. Là, très dur. Très dur, parce qu'en gros, nous, si on n'achète pas de l'autre côté, on a aussi une clause, qui nous dit qu'on a des pénalités. Et puis, c'est surtout que nous, on est déjà là-bas. Donc, en fait, le comptoir, c'est un peu terminé, et puis on part chez Canaille. Donc, voilà. Même psychologiquement, toi, dans ta tête, t'es déjà là-bas, en fait. Oui. Donc, tu te dis, là, on remet... Enfin, tout repart à zéro, et c'est ça. Et compliqué. Donc, et puis là, compliqué pendant quelques semaines. Bien sûr. On a la chance de rebondir assez vite. C'est qu'on a des acquéreurs qui sont des amis, qui sont intéressés. Mais forcément pas au même prix. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Il faut vendre pour aller de l'autre côté. Et puis, il faut refaire aussi un montage un peu financier, parce qu'il va manquer un peu de sous par rapport au projet initial. C'est là où le partenaire financier il est très important. Bien sûr.
Et puis finalement on rebondit et puis on arrive chez Canaille, voilà, avec Magnifique. Voilà, ouais. Magnifique. Non, Avec puis... des demi blanches et des cheveux blancs, mais on y arrive. Ouais, Voilà, non, et puis quelle réussite aujourd'hui quand on... Après, tu vas en parler peut-être un petit peu plus. Et avec Max, là, ce que vous réalisez aujourd'hui, voilà, clairement, c'est localement une très belle réussite. Ça peut inspirer des gens qui regarderont la vidéo avec tout le parcours J'espère. depuis la Bretagne, avec tout ce que voilà, tout ce qu'il y a eu comme péripéties de jamais rien lâcher, de s'y tenir quand on a un rêve C'est ça, alors il y aura des secousses, c'est ça. mais bon, quand tu vois le produit aujourd'hui fini, bon, je pense que tu peux dire ça valait le coup, quoi. Ouais, ça valait le coup. Il y a eu des sacrifices, il y a Ouais. eu des moments de doute, il y a eu des nuits blanches aussi, Bien parce sûr. que l'entrepreneur ne dort pas toujours bien. Ouais, bah ouais, non, c'est clair. Mais non, on a zéro regret. Il y a eu des épreuves, mais aujourd'hui, ouais, on est, voilà, enfin, oui, et en toute modestie, oui, on est quand même très fiers de notre réussite. Le cheminement n'a pas été facile, que ce soit en termes d'investissement financier ou investissement personnel. Ouais, bien sûr. On a eu à certains moments de notre vie les bons investissements immobiliers qui nous ont permis d'investir après dans nos activités. Parce que, en gros, pour la faire courte, pour acheter le premier fonds de commerce, on a vendu la première maison qu'on avait achetée. Ouais. Et cet apport nous a permis d'acheter notre premier resto. On est reparti en loc. Ouais. Au bout de 2 ans et demi, on a pu racheter une maison. Alors, on a toujours acheté des maisons avec pas mal de travaux. Ouais. Et du coup, petite culbute à la fin. C'est libre ici, tu peux en parler si Voilà, tu veux après. donc voilà, à ce moment-là, on fait nos travaux nous-mêmes. Et donc, ces plus-values nous ont permis, voilà, c'est un choix, c'est-à-dire que nous, moi j'ai eu mon passeport, j'avais plus de 30 ans. J'ai pas voyagé, j'ai pas été malheureuse, hein, voilà, mais on a fait le choix de mettre nos thunes de côté. Ouais, bien sûr. Le premier investissement, ça a été la maison. Ouais. Voilà, donc à 24 ans, on a acheté notre première résidence principale qu'on a retapée. On est parti à Saint-Malo, on l'a mis en loc. Ouais. On a attendu un peu avant de la vendre, qu'il n'y ait plus de locataires. On savait pas trop à ce moment-là ce qu'on allait faire, donc on voulait pas la vendre parce qu'on avait un petit coup de cœur. Puis on voulait attendre un peu plus pour faire une belle plus-value, donc on la met en loc. Toujours faire attention à comment on met en loc, parce que le foncier, ça peut faire peur quand tu reçois tes premiers impôts. L'impôt foncier, la CSG, CRDS, tu dis fou. On est d'accord. Voilà. Et du coup, la vente de cette maison-là nous permet d'avoir un apport pour le comptoir, parce que quand on rachète le premier, on voit 9 banques, et au final, il n'y a que 2 banques qui nous disent oui. Ouais. Voilà, il y a des banques qui nous répondent même pas. Ça, faut en parler, parce que c'est vrai que là, quand t'expliques ton parcours comme ça, bon, on a un deuxième resto en vision, on aimerait racheter ça. Non, en fait, non, c'est pas comme ça du tout. Non. C'est qu'en réalité, tu vas peut-être voir 5, 8, 10, 15 banques. Mais en fait, voilà, il y en a peut-être qu'une ou deux qui va appuyer sur le bouton. C'est ça. Donc nous, on voit 8-9 banques. Je pense qu'on voit toutes les grandes enseignes que tout le monde connaît. Voilà. Il y en a qui nous reçoivent, d'autres qui répondent même pas. C'est-à-dire que voilà, on les sollicite au téléphone, ils nous demandent d'envoyer le prévis, mais on n'a pas forcément de retour. Ouais. D'autres qui nous reçoivent et on n'a pas de retour. Et puis finalement, il nous reste 2 banques qui, voilà, je pense qu'on tombe sur des banquiers en pro, en fait, qui croient en nous, parce que c'est ça aussi en fait un partenaire financier, c'est qu'il croit en toi et en projet. Et en fait, à ce moment-là, on a un peu le bon profil parce que mon mari a la technique. Et en fait, moi, je sors d'un cabinet d'expertise comptable, donc ils considèrent que je sais un peu gérer et compter et que je vais savoir un peu gérer l'entreprise. Ça, c'est très important ce que tu dis, parce que je pense à surtout des jeunes qui regarderaient cette vidéo-là et qui voudraient se lancer. C'est que souvent, on va se mettre des croyances limitantes. Et là, tu l'expliques très très bien, c'est qu'il y a l'argent, on va pas se mentir, il faut un minimum d'apport pour lancer une affaire. Mais le banquier va également regarder un petit peu le profil, même beaucoup le profil. Oui. C'est-à-dire que tu peux avoir des fois un profil qui a plus d'argent, il va pas le suivre dans le projet, il va pas le financer, alors qu'un autre qui aurait un peu moins d'apport, on va pas se mentir, mais qui aurait fait les études ou par exemple comme Max, qui est vraiment un chef cuistot, et ben ça va être plus facile parce qu'ils disent bon voilà, il sait faire. On va lui faire confiance. On a le bon profil parce qu'il faut savoir que dans notre métier, nous on n'a pas un métier qui est réglementé, donc tout le monde peut ouvrir un restaurant. Bien sûr. C'est pas comme un coiffeur ou un fleuriste qui ont l'obligation d'avoir des diplômes. Un diplôme, ouais. Voilà. Nous tout le monde peut le faire et tout le monde en est capable, attention, enfin voilà, mais il y a un truc qui fait notre force. Tout le monde n'en est pas capable. Désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tout le monde peut essayer. Voilà. Mais effectivement, nous, notre force, c'est quand même mon mari, parce qu'il sait cuisiner. Parce que malheureusement, il y a pas mal de restos où, quand aucun des patrons peut passer en cuisine, il se trouve quand même tributaire. C'est un vrai métier.
Voilà. Et puis, si demain, t'as pas ton cuisinier, tu peux pas ouvrir ton resto. C'est compliqué, ouais. Et ça s'apprend pas, hein, clairement. Voilà, à tous ceux qui sont fans de cuisine, c'est pas parce que vous savez recevoir 5 copains ou 10 copains le samedi soir à la maison que vous allez être capable de gérer un service. Voilà. C'est un vrai métier. Voilà, c'est un métier aussi de passion, mais c'est un métier. Ouais. Voilà. Et voilà, ça s'apprend. Et nous, on a cette chance, voilà, dans notre couple, c'est que Max a la technique. Voilà. Et moi, j'ai le côté un peu plus administratif, financier. Chiffres, ouais. Voilà. Mais au final, il y a quand même que 2 banques sur les 8-9 qu'on rencontre qui répondent présent. Ouais. Voilà. Donc le projet se fait avec du coup l'apport de cette première vente de maison qui nous permet voilà, parce qu'il faut savoir quand même que les banques demandent toujours un pourcentage d'apport. À l'époque, on est entre 20 et 30% du prix d'achat du fonds de commerce. Ouais. Donc là, voilà, on fait une première faute à tapis, c'est-à-dire qu'on met toutes nos économies et puis la vente de la maison pour ce premier fonds de commerce. Pour le projet. Et on repart en loc. Ouais. Voilà. Et un peu compliqué aussi d'ailleurs, parce que trouver une location quand t'entreprends, c'est un peu compliqué. Pas évident, ouais. Parce qu'en plus, sur Boulogne-sur-Mer, c'est quand même... alors, on pourrait ne pas croire, mais c'est quand même compliqué le locatif à Boulogne-sur-Mer, surtout quand t'es une famille de 4 ou tu cherches un 3 chambres. Il n'y y a pas grand-chose. Et puis nous, avec nos profils, du coup, on n'est pas le dossier du dessus. Oui. On n'a plus de fiche de paye, voilà, donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair. C'est un peu compliqué. Un propriétaire bailleur va préférer des fonctionnaires avec ça. des revenus fixes, Bon, voilà, et finalement, on trouve un appart qui est pas le, voilà, qui est juste en bas d'ailleurs, parce qu'on est rue des Pipots, et en fait, on habitait 68 rue des Pipots. Ouais. Et l'appart, il est pas ouf, parce qu'il faut tout refaire. Ouais. Mais en fait, on le prend parce qu'il nous faut un logement, et du coup, on le retape nous-mêmes, même si on est en loc, on dit c'est pas grave, on va claquer 3-4 000 balles dans la peinture, et puis dans 2-3 bricoles, mais on le fait, voilà. Bon, c'est tout. Et puis les 2 premières années au comptoir se passent, on reste en location. Les 2 premiers bilans, on a de la chance, sont bons. Et donc, on rachète une maison. Ouais. Voilà. Qu'on retape aussi. Parce que voilà. Full travaux, ouais. Full travaux. Ah oui, on a ouvert la dalle en 2 quand même. Hein, parce que moi, je choisis pas trop les maisons, c'est plutôt Maxime. Du coup, voilà. Quand on dit dans l'immobilier que c'est les femmes qui choisissent les maisons, non, moi, c'est pas moi. Voilà. Et c'est mon mari. Et parce qu'en fait, il choisit des maisons pour la revente. Voilà. Clairement, c'est un peu ça. Hein. Voilà, sur les premiers projets, c'est un peu ça. Il se dit, mais celle-là, en fait, je peux faire ça et je pense qu'on peut la revendre et assez facilement. Voilà. Et c'est ce qui se passe effectivement. On rachète une maison et puis il y a le projet qui arrive. Et puis là, voilà, il faut la revendre parce que voilà. Et donc cette deuxième vente nous permet d'avoir l'apport nécessaire avec. Alors la vente du comptoir, elle est un peu, alors je vais pas dire à zéro, mais on fait pas de plus-value. Loin de là, on fait une grosse moins-value. T'as vécu dessus. On a vécu dessus, on a fait notre notoriété là-dessus. En fait, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. C'est que des fois, il y a les chiffres, mais t'as aussi la réputation où là, derrière, ça, c'est pas quantifiable. Tout à fait. Ça se mesure pas en euros, mais ça vaut quand même, ça vaut beaucoup d'argent. Ça vaut beaucoup d'argent et c'est ce qui nous permet du coup d'être crédible aussi au niveau des banques. Et parce que c'est pour ça que ça vaut beaucoup d'argent entre les banques, les clients qui vont te suivre dans le futur. Donc il y a des personnes qui disent de toute façon la plus grosse richesse, c'est pas ton compte en banque, c'est ton répertoire. C'est-à-dire qu'en fait, ton réseau, on le sous-estime, mais en fait, c'est énorme. Voilà, donc on sait, voilà, et à ce moment-là, on n'hésite pas à, alors, je ne vais pas dire vendre à perte du coup, mais on ne vend pas le fonds de commerce au prix où on aurait dû le vendre avec les 3 années qu'on vient de faire, enfin même un peu plus, parce qu'en fait, ce n'est pas le cas du tout. Normalement, on passe d'un chiffre d'affaires, je ne vais pas dire de conneries, mais on fait bien peut-être 30% de plus que l'ancien, voilà, avec des meilleures marges et un meilleur résultat. On a créé un truc où on s'est investi pendant plusieurs années. Et puis, c'est très bien de parler cash comme ça, Lulu, parce que là tu es en train d'expliquer très simplement qu'il faut savoir prendre sa perte. C'est ça. C'est tout. En fait, je prends ma perte parce que je sais que je vais la regagner. C'est tout à fait ça. x5, x10, x20, l'avenir le dira, mais en gros, voilà, je perds un peu là maintenant, mais parce que je sais que dans les 7-10 ans qui arrivent, je vais peut-être faire x10, quoi. En fait, c'est pas une perte, c'est t'acceptes à ce moment-là de ne pas récupérer de cash. En gros, c'est un peu ça. Mais par contre, ce que tu récupères pas, tu vas le gagner très rapidement sur ton prochain projet. Ouais. Voilà. Donc nous, on vend, on fait une grosse moins-value. En gros, c'est un peu comme si on mettait les comptes à zéro. C'est-à-dire que ce qu'on vend nous permet de solder les emprunts en cours, de garder notre trésor du comptoir, parce qu'il y a aussi la trésorerie en cours, et d'avoir l'apport nécessaire avec la vente de la maison pour arriver du coup chez Canaille. Et puis finalement, tu l'oublies très vite, cette perte, parce que le projet,
il est quand même démentiel, il nous anime. On passe quand même on est 8 salariés à la fin avec des apprentis au comptoir et on arrive chez Canaille. Aujourd'hui, on est 22 salariés. C'est énorme. Voilà, et on a changé complètement de métier. Ouais. Voilà, où avant, moi, j'étais en salle tout le temps, donc et Maxime en cuisine tout le temps. Là, aujourd'hui, on est chef d'entreprise. C'est quoi? Mes managers. Justement, j'allais te poser la question. Aujourd'hui, entre la petite structure d'avant et là maintenant la grosse machine que vous gérez, c'est quoi votre quotidien? C'est quoi votre métier? Disons que j'aime bien comparer ça avec le cinéma, c'est qu'avant on était acteur et maintenant on est réalisateur. Ok. Bon parallèle. En fait, avant, on était là, entre guillemets, H24 présent, mais actif dans le métier, c'est-à-dire que j'étais 100% au service et Max était 100% en cuisine pendant les services et on faisait tout le reste aussi à côté, hein, donc les appros, l'administratif. Aujourd'hui, on est 22 salariés chez Canaille, plus nous. Et du coup, en fait, tout ça, ça se manage. Donc, on a quand même un gros rôle de management. Et puis, le stress n'est pas le même non plus parce que le stress financier n'est pas le même. Parce qu'on ne va pas se mentir, on est quand même, c'est 2 poids 2 mesures. Les investissements ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une gestion économique qui est quand même plus présente, un stress qui est plus présent aussi pour le coup, même si c'est rigolo parce qu'on a gagné du temps, parce que du coup la boutique entre guillemets tourne sans nous, on n'est plus obligé d'être là posté à chaque service, mais par contre il y a ce stress de se dire à la fin du mois il faut que je paye mes 22 salariés. C'est énorme. Voilà. Et puis les charges fixes. Parce que sachez qu'une entreprise a l'eau, l'électricité, les loyers à payer, les charges d'assurance. Donc effectivement, il y a cette notion qui a changé aussi, c'est que je reviens un peu dans plus mon ancien métier. Gestion humaine. La gestion 22 caractères à gérer, hein. L'humain, c'est pas toujours facile. Hein. Voilà. Alors, par contre, je fais un gros bisou à toute mon équipe. On a la chance d'avoir quand même une super équipe chez Canaille, avec, c'est bien de le dire. Avec un gros noyau dur qui est là. On a aussi des fois des départs. On en a un, d'ailleurs, ce soir, pour quelqu'un qui change de vie. Donc, Mais, il y a la gestion humaine, c'est pas toujours facile, parce qu'en plus, on a un métier qui est quand même assez rythmé par le stress. On a tendance à dire on est en représentation 2 fois par jour, et c'est un peu ça, tu vois, c'est comme au théâtre. On joue 2 fois par jour. Voilà. Donc, il y a le service du midi, il y a le service du soir, et il n'y a aucun service qui se ressemble. Des problèmes à toi, il reste à la maison, donc smile. C'est sourire, les gens ils viennent passer un bon moment, donc toi tes petits problèmes, tu les laisses à la porte. Alors on a tendance à dire ça, et tu vois, on a quelqu'un qu'on aime beaucoup qui est Arnaud Stradi, qui c'est pas un formateur, c'est quelqu'un qui, je sais pas, c'est comme moi j'ai envie de dire c'est un coach pro, tu vois, conseiller et qui cerne assez facilement les gens d'ailleurs, et heureusement c'est son métier, tu me diras, et qui m'a dit qu'effectivement on pouvait pas dire ça, on pouvait plus dire ça, en fait on pouvait plus dire à quelqu'un tu laisses tes problèmes dehors. En fait, que nous, notre rôle, c'était de savoir qu'il y avait des soucis, que c'était pas un bon jour pour lui. Et en tant que bon manager, t'es censé composer. C'est à toi de composer avec ça. Et c'est là où t'es bon, c'est quand t'arrives à composer avec ça et que tu sais qu'il a un souci et du coup, tu vas l'orienter différemment. Je parlais de toi et de Max. Les patrons, où toi, vous êtes en représentation 2 fois par jour, mais moi, du coup, je parlais vraiment de vous deux. Nous, alors oui, parce qu'en plus, nous, travailler en couple, c'est pas toujours, j'en ai pas parlé, mais travailler en couple, c'est pas toujours évident. J'allais y venir justement. Même si on a les mêmes objectifs finaux, hein, c'est-à-dire que on a la chance en plus d'avoir la même vision sur la qualité et le type de service et de restaurant qu'on veut, donc ça c'est déjà une bonne chose, mais on est quand même, alors, je vais pas dire diamétralement opposés, mais nos tempéraments sont quand même très très différents. On gère 2 univers différents parce que c'est quand même assez réparti, où Max gère la cuisine, moi je gère la partie salle, et c'est 2 mondes complètement différents. T'as la cuisine, c'est vraiment quelque chose de très militaire, tu vois, et le terme brigade il est pas là pour rien, c'est-à-dire que c'est assez carré, et nous en salle c'est un peu des artistes, quoi. Tu vois, je parlais du théâtre, c'est un peu ça. T'es en représentation, t'es devant les gens. Et t'as ce stress-là aussi. Hein. C'est-à-dire que quand ça va bien, mais un client mécontent ou un con, parce qu'on n'en a pas beaucoup, hein, mais je vais, pour les gens du métier, je vais parler d'Aoussien. Ils vont savoir ce que c'est. Okay. Mais c'est pas des clients toujours faciles. Et on n'est pas toujours d'accord, du coup, avec Max sur les réactions où... nous, on est direct avec les clients. Quand tu retournes avec une assiette en cuisine et que tu leur dis qu'il y a un problème, en général, ils font la tronche. Hein, parce que les cuisiniers, ils se remettent pas trop en question. Ils ont toujours raison. Gros caractère. Gros caractère. On en parle ou pas? Alors, j'allais dire même gros égos. Gros égos. Les cuisiniers, ils ont vraiment cette réputation-là, mais je pense que c'est vrai. C'est vrai. Après, il faut avoir une certaine confiance en soi et être sûr de ce que tu fais quand tu es en cuisine. Donc c'est nécessaire d'avoir un caractère et de l'ego. Du coup, c'est compliqué aussi. Hein. Quand tu gères, nous en cuisine, des fois, ils sont 6 en cuisine, tu as 6 égos à gérer. Compliqué. Mais
c'est pas la même chose avec... Voilà, alors, il n'y a pas de guéguerre. Chez nous, on a cette chance-là parce qu'on a très vite dit, on travaille en équipe. Et de toute façon, voilà, et de la plongeuse à la femme de ménage, au serveur, au chef de rang, au chef de cuisine, au commis de cuisine, ou voilà. En fait, c'est un rouage. Et nous, s'il en manque un, ça marche pas. Ouais, c'est une team. Voilà, et donc on essaye de mettre ça en place, mais effectivement, nous, on peut se fouiller la gueule, mais vraiment. Hein. Ouais. Voilà, alors on a cette chance où maintenant, tu me demandais, je te disais qu'on était plus réalisateur qu'acteur, donc on est un peu moins posté, et du coup, je suis un peu moins confrontée à mon mari, directement en cuisine, quand il y avait un souci. Je peux te dire que ça a déjà gueulé dans les cuisines, et c'est ce qui est très drôle, c'est que quand nous, on s'engueule devant la team, après, ça roule tout seul. Ouais. Voilà. Moi, j'ai un petit surnom, c'est Maman Dragon, et quand Maman Dragon est réveillée, en général, ils savent que ça va pas le faire. C'est compliqué, ouais. Mais voilà, et on rigole souvent avec Max, et on dit souvent, on s'engueule plus pour nos gars que pour nos filles. Ouais, voilà. Incroyable. Voilà. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui manage un peu, je suis un peu très maternelle. Ouais. Voilà, j'ai ce côté, c'est à la fois une qualité et des fois ça peut être un défaut, parce que des fois il faut savoir aussi leur dire, et les gars, voilà. Mais et comme tu es, après c'est ton caractère. Hein. Ah mais tu te changes pas, de toute façon. Non. Et puis, tout, et puis voilà, puis après tu n'es pas manager, hein, tu t'essayes de le devenir, et puis voilà. Et puis tu as tes forces et tes faiblesses, comme tout le monde. C'est tout. Et Max et moi, on manage pas de la même façon. Alors on a tendance à dire gentil flic, méchant flic, mais c'est un peu ça des fois. Ouais. Mais du coup, on a trouvé notre équilibre. C'est et bien, les gars, voilà, les gars nous sollicitent pour des choses différentes. Mais en tout cas, on essaye aussi, et ça c'est important, et c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours su faire. Mais voilà, on essaye de pas montrer quand on n'est pas d'accord. Ouais. Parce que je pense qu'il faut quand même qu'on reste un front uni, mais on a des fois des désaccords, et ça en général, voilà, on botte en touche quand il y a ça, et puis on en parle. Ça se règle en privé. Je pense qu'effectivement, pour garder une crédibilité, sinon, bon, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Comme je disais, on a cette chance maintenant d'avoir un autre rôle où on a un peu plus de temps. Voilà, le restaurant est un peu moins identitaire, c'est-à-dire que ça reste, c'est chez nous, c'est canaille, mais les gens ont plus besoin de nous voir. Ouais. Voilà, ça roule, c'est la chance qu'on a. Même si au début, ça a été dur. On avait le gros retour client au début. Alors, pas la première année, parce que la première année de reprise, on était là tout le temps. Mais les gens après disent « Ah, on est venu manger, t'étais pas là. Ouais. Je t'ai pas vu. Ouais. Ah, bah voilà, ou vous travaillez plus maintenant. Ouais. Alors, effectivement, avec 22 salariés, on fait autre chose. C'est un peu con, mais effectivement, il y a de l'administratif qui est là, il y a du planning à faire. C'est vraiment des métiers où les gens, ils aiment vraiment dire « Je connais le patron. » Ouais, c'est dingue. Ou la patronne. Voilà, t'inquiète, on va aller manger là-bas, je les connais. Et quand ils viennent avec leurs copains et que les patrons sont pas là, il y a une frustration. Il peut pas se faire mousser. Il peut pas montrer à tous ses copains que justement, il connaît les. Il y a après, en général, ils aiment bien le dire aussi. Hein. Oui. Je connais bien votre patron. Ouais. Voilà, c'est le jeu, mais on a un métier comme ça aussi de représentation, donc forcément, les gens aiment bien nous voir. Ouais. Nous, on a fait le choix aussi quand on a voulu une plus grosse structure. C'était aussi pour se dégager du temps, peut-être aussi avoir d'autres projets, et puis que ça tourne un peu sans nous, parce que être entrepreneur aussi, des fois, c'est se faire chier quand ça marche. Oui. Parce qu'on en parlait tout à l'heure quand je disais que c'est pas parce que ça marche que ça va toujours marcher, donc il faut garder ton niveau d'exigence. Mais y a plus ce challenge du début où allez, faut y aller. Le risque, il est plus le même. Ouais, t'es compétiteur en fait. C'est ça. T'as envie d'évoluer, t'as envie de ça y est, ça tourne. Next step. C'est ça. L'étape d'après. Donc ma question, elle se suit parfaitement. Tu te vois où dans 5 ans, 10 ans? Je vais peut-être pas aller encore plus loin, ça sera peut-être trop, mais Là, dans les prochaines années, c'est quoi vos objectifs avec Max? Où est-ce que vous voyez, que ce soit privé, professionnellement, vraiment les deux voilà. C'est quoi vos objectifs? Alors l'objectif à court terme, on a acheté une maison il n'y a pas longtemps qu'on est en train de rénover, donc l'objectif c'est de quitter le bâtiment du Canaille, parce qu'on a un logement de fonction au-dessus du resto. Donc l'objectif c'est ça, parce qu'en fait c'est un peu cyclique, c'est qu'à un moment donné tu fais 100% boulot, et puis à un moment tu as besoin aussi de se retrouver, se ressourcer, pour mieux repartir. Ouais. Donc l'objectif à très court terme, c'est ça, c'est de retrouver un peu notre cocon familial, souffler un bon coup et repartir, parce que on a envie d'avoir un deuxième établissement, voilà, certainement dans le resto, enfin 95% dans la restauration. Dans la restauration. Voilà, parce que même si aujourd'hui le climat économique il est pas ouf, nous on croit en Boulogne, on croit en la Côte d'Opale, et du coup on a envie, donc on a envie de relancer un projet. On a des pistes qu'on étudie. Ok. Voilà, donc dans 5 ans, j'ai un truc génial, c'est que Canaille ce sera payé, parce que pour l'instant, il y a le crédit. Il y a le crédit, voilà, c'est le banquier qui est propriétaire pour l'instant. Voilà. Donc ce sera déjà une belle épine du pied qui sera retirée. Ouais.
Voilà, on va pas se mentir. Et puis, on espère avoir un deuxième établissement. On espère fortement sur Boulogne. Qui soit pas dans la même... C'est pas un canaille 2, on veut pas de canaille bis. Ouais, une deuxième affaire. Voilà, une deuxième affaire. Un truc à remonter un peu, tu vois, un truc, un projet où allez, on repart de zéro et on relance un truc. Donc ça, on en parle fortement. Donc on espère pas dans 5 ans, mais un peu avant. Ça, c'est l'objectif. Une fois qu'on se sera ressourcer un peu à la maison, rebondir là-dessus. Alors moi, je suis boulonnaise, on en a déjà eu l'occasion d'en parler, mais moi, je suis très attachée à Boulogne, donc dans 10 ans, je serai toujours à Boulogne. Voilà. Je peux te dire que même si demain, je gagnais l'euro-million... Tu resterais à Boulogne. Ouais, voilà. Je voyagerai certainement beaucoup plus, mais je resterai à Boulogne. Voilà. J'aime ma ville. C'est bien de le dire. Voilà, et pour avoir bougé en plus, tu vois, parce qu'on a vécu quand même quasiment 10 ans entre la Bretagne et la Loire-Atlantique avant de revenir. Et moi, il y a un truc à Boulogne que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Voilà. Et c'est pas caricatural, mais il y a cette chaleur humaine et cette proximité avec les gens que j'ai pas retrouvé dans d'autres régions. Je dis pas que ça n'existe pas ailleurs, hein, mais moi j'aime bien un peu mon petit microcosme boulonnais. Voilà, donc c'est très bien de le dire, Lulu, parce que tu sais, quand tu regardes un peu trop les réseaux sociaux, quand tu regardes un peu l'actualité, souvent les gens ils vont dénigrer la ville, mais que ce soit Boulogne ou d'autres villes. Hein. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de pessimisme. Les gens, donc là, ton discours, il est top. Et je pense qu'on va clôturer là-dessus parce que le côté espoir à se dire, voilà, la ville, elle n'est pas parfaite. Il y a plein d'axes de progression encore, mais de dire, moi, demain, si je gagne à l'euro-million, je resterai vivre à Boulogne, c'est fort. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le feraient, qui le diraient. Donc c'est génial, tu vois, au moins tu peux... Là, voilà, je pense toujours au petit jeune de 20 ans qui va regarder cette vidéo-là et qui va se dire, en fait, il y a des choses à faire et en fait, tu donnes de l'espoir. On a envie, il faut y croire de toute façon, et comme tu disais, effectivement, il y a des axes d'amélioration, mais pour avoir bougé un peu, la ville de Boulogne, elle n'est pas pire qu'ailleurs. Voilà, elle subit l'économie et les changements actuels. Comme dans beaucoup de villes. Voilà, on parle souvent du centre-ville, je suis désolée, mais c'est partout pareil. Quoi. Voilà, c'est je suis désolée, mais la nouvelle génération, elle va plus dans les magasins, elle consomme en ligne, donc effectivement, les centres commerciaux sont encore là, les centres-villes beaucoup moins. Faut s'adapter. Voilà, c'est juste que le monde change, donc, mais c'est pas Boulogne qui va mal, c'est le monde qui change. Il y a d'autres choses qui vont hyper bien, il faut en parler, et comme tu dis, il y a beaucoup de pessimistes, mais je pense qu'effectivement, il faut laisser un petit peu d'espoir. C'est bien. Il y a beaucoup d'espoir à Boulogne-sur-Mer, moi j'y crois. On va clôturer avec une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à une ou un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer, ça serait quoi ? Qu'est-ce que tu lui dirais, 19, 20 ans, et que tu sens qu'aurait la fibre pour lancer quelque chose, tu conseillerais quoi ? Alors je dirais que la peur, elle est normale. Voilà, c'est normal que tu aies peur. Je leur dirais de croire en eux et de ne pas s'arrêter au premier refus, qu'il soit bancaire ou juste ton familial. Pote ou ta famille qui dit « mais non, fais pas ça ». Voilà, si tu y crois, vas-y, tente. Et au pire, t'échoues. C'est pas grave, c'est une expérience. Voilà, et on apprend plus de nos échecs que de nos réussites. Donc, toujours tenter, toujours y croire et voilà, pas s'arrêter au premier refus. Magnifique. Merci Lulu. Merci à toi de m'avoir accueilli. Beaucoup. Et on va clôturer là-dessus, les amis. Donc, c'était Ludivine Brard, patronne de la brasserie Les Canailles à Boulogne-sur-Mer. N'hésitez surtout pas à aller les voir. Vous allez vous régaler. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci les amis. À bientôt. Ciao.